Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, améliorer le traitement des cancers du sang. Voilà la mission que s'est donnée notre rôle modèle du jour. Elle s'appelle Mathilde Rouguiou et elle est médecin et chercheuse. On va découvrir son portrait dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. C'est Alexandra De Villers qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippe. Bienvenue sur le plateau. De quoi on va parler aujourd'hui avec vous? Nous allons parler des classes préparatoires aux grandes écoles. On voit ça dans un instant. Mais avant, nous sommes aujourd'hui le 20 novembre 2023 et c'est la journée mondiale de l'enfant. Cette année, l'UNICEF France consacre cette journée aux droits de l'enfant dans les Outre-mer afin de mettre en lumière la situation de ces enfants dans ces territoires, situation dont on ne parle que trop peu. On va en parler justement, nous, avec quelqu'un qui les connaît très bien, nos Outre-mer. Il s'appelle Gaël Musquet. Bonjour Gaël. Bonjour. Vous êtes hacker éthique et météorologue aussi à vos heures perdues. On en parle dans un instant, juste après le focus. On poursuit la découverte de nos 35 gagnantes du prix Jeune Talent lauréat l'UNESCO 2023. Focus aujourd'hui sur Mathilde Rouguiou, une jeune médecin qui est également chercheuse, dont l'objectif est d'améliorer le traitement des cancers du sang. On découvre son portrait inspirant, vous allez le voir, par Xavier Terrade. Et pour finir, j'appelle Mathilde Rouguiou. En octobre 2023, Mathilde Rouguiou a été distinguée parmi les 35 chercheuses ayant remporté le prix Jeune Talent lauréat l'UNESCO pour les femmes et la science. Pour la petite fille de médecin, c'était évident de faire médecine dans les pas de ses grands-parents. Mais pas seulement, car elle s'est lancée dans une initiation à la recherche en biologie à l'École normale supérieure. En se spécialisant en hématologie clinique, elle a pu faire le lien entre recherche et médecine, une spécialité de son propre aveu difficile humainement, mais qui lui permet de se sentir concrètement utile. Mathilde Rouguiou, doctorante en immunologie, étudie les relations complexes entre les cellules immunitaires et identifie de nouvelles cibles cellulaires et moléculaires pour ouvrir des thérapies innovantes pour améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. Ces recherches doivent permettre d'améliorer le traitement des cancers du sang. Avec sa thèse menée au laboratoire dynamique des réponses immunes, la chercheuse analyse le mode d'action des médicaments qui permettent au système immunitaire de lutter contre le cancer. Son questionnement permanent est le suivant, mais jusqu'où agissent les médicaments? Sont-ils efficaces même à l'intérieur de la tumeur? Mathilde Rouguiou espère à terme, grâce à ses recherches, découvrir de nouvelles cellules d'anticorps permettant de développer des thérapies novatrices. Et voilà pour ce portrait, je vous l'avais dit, particulièrement inspirant. Tout autre chose maintenant, direction les Outre-mer. Aujourd'hui, on va quitter la grisaille parisienne pour le soleil et la chaleur des territoires ultramarins français à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Dans ce cadre, l'UNICEF publie un rapport « Grandir dans les Outre-mer ». Alors justement, comment est-ce qu'on grandit? Comment est-ce qu'on apprend aussi dans les Outre-mer? Voici une des questions qu'on va poser à notre expert du jour dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés, pour en parler, Gaël Musquet, vous étiez aussi, je le rappelle, ancien chroniqueur de l'École du Futur. Vous connaissez ce plateau par cœur. Vétéran. Vétéran. Vous êtes aussi évidemment hacker éthique et météorologue. On est là, vous êtes en plateau avec nous pour parler justement de ces territoires ultramarins et de comment on y apprend, comment on y grandit. On le rappelle, la population de ces territoires est majoritairement jeune, notamment Mayotte et la Guyane, qui sont même les régions les plus jeunes de France. Par exemple, plus de 50% de la population est âgée de moins de 18 ans à Mayotte. Qu'est-ce que cela signifie en termes d'éducation de ces jeunes? Est-ce que les enjeux sont forcément spécifiques et très différents de ceux qu'on rencontre en métropole? Oui, bien sûr. Pour revenir de ces deux territoires, j'y étais donc au mois de septembre en Guyane. J'ai été très frappé parce qu'il y a un fort contraste. C'est-à-dire qu'on est aux deux extrêmes. Mayotte et la Guyane, territoires les plus jeunes. Guadeloupe, Martinique, Corse, si on étend la Corse en territoire insulaire, les territoires les plus âgés de France. Qu'est-ce que ça implique alors? Et donc, effectivement, là, on a deux. Moi, j'étais frappé. Je me suis posé dans un parking à sortie d'un centre commercial et je regardais en fait les gens qui rentraient et qui sortaient. Et ce qui m'a frappé en Guyane, c'est la quantité d'enfants partout. Il y en a partout. Cette énergie aussi, c'est à la fois une chance d'avoir autant de jeunesse, d'avoir des jeunes qui sont en demande à la fois d'éducation, de rêve.
Ils rêvent beaucoup. J'ai beaucoup de ces enfants qui rêvent. Et c'est quelque chose qui ils rêvent d'avenir, ils rêvent de projets, de spatial. Là, je le voyais sur la Guyane. C'est un territoire qui a fait face à de grandes sécheresses, à des grands feux, là. C'est une forêt tropicale, donc de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni, plus de 300 km de route. J'ai eu une dizaine de feux, de broussailles, mais ce sont des territoires où ces jeunes me disent tu verras, dans quelques semaines, ça sera l'inverse. On va être submergé de pluie, on va avoir des problèmes d'accès au territoire parce qu'on ne pourra pas circuler. Et en fait, c'est ces contrastes permanents. Alors évidemment, j'ai ce tropisme lié aux catastrophes naturelles qui font que je me déplace dans ces territoires avec cette vision permanente de comment ces jeunes vont pouvoir grandir avec des contraintes qui vont s'imposer à eux, en plus de celles qu'ils ont déjà. La Guyane a perdu sa compagnie aérienne, donc on a plus de 30 000 personnes qui sont enclavées aujourd'hui. Faut imaginer les distances. Ce qui se faisait quelques dizaines de minutes en avion, aujourd'hui, demande plus de 8 heures de pirogue. Et les distances aussi, elles se font pour aller à l'école ? Elles sont énormes. Elles sont énormes. On a des contraintes. Moi, je suis frappé de ces petits sentiers que j'ai vus d'écoliers qui traversent l'aérodrome de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est inimaginable dans l'Hexagone d'avoir des gamins qui traversent une piste d'atterrissage ou de décollage. En Guyane, c'est normal, je vais mettre des grandes guillemets à c'est normal, à tel point qu'il a fallu adapter et mettre quelqu'un pour pouvoir aiguiller ses enfants sur cette piste pour qu'ils puissent la traverser en toute sécurité. C'est ça la réalité de ces territoires. Je pourrais en raconter encore bien plus sur Mayotte, à la fois la pauvreté, grande pauvreté que j'ai pu voir, mais des enfants qui n'ont pas ou peu ou moins, en tout cas ce que j'ai pu voir et vivre ici dans l'Hexagone, ces détresses psychologiques que j'ai pu voir sur de l'éco-anxiété par exemple, alors qu'ils sont en situation de très grande pauvreté, ils ont d'autres soucis, c'est vrai, mais je suis frappé par leur sourire, par leur envie d'apprendre, leur envie de découvrir et puis d'apprendre de ce que j'ai vu moi, d'autres territoires, d'autres enfants, d'autres jeunes avec lesquels j'ai pu échanger. Est-ce que tous ces sujets-là, vous parliez notamment d'éco-anxiété et des sujets environnementaux, est-ce que ça a un impact aussi sur les programmes scolaires ? Est-ce qu'ils sont différents quelque part, adaptés dans les Outre-mer par rapport à la métropole ? Alors, adaptés, oui, par la force des choses. Parce que ces enfants sont régulièrement impactés par des catastrophes naturelles. Ça peut être des séismes, ça peut être des ouragans, ça peut être des tempêtes, ça peut être des inondations. Donc dans leur quotidien, la culture du risque, elle est présente parce que de toute façon, ils doivent faire avec et composer avec. Moi, ce qui me frappe en revanche, c'est des territoires dont j'essaie vraiment de parler en dehors des faits divers. On a parfois beaucoup de violences, des violences que même moi j'ai pu observer. J'ai vécu 21 ans en Guadeloupe et cette violence elle est présente. Elle est présente, elle polarise beaucoup la manière dont on va se déplacer, la manière dont on va se divertir. Elle est due à quoi cette violence selon vous ? À la pauvreté, au trafic de stupéfiants qui est quand même très présent sur le bassin caribéen, moins sur la Réunion. Et c'est une des grandes joies que j'ai quand je me déplace à La Réunion, en Polynésie, c'est la paix qui irrigue la société. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais c'est des choses, c'est des différences que je vois, même là, sur un déplacement que j'ai fait en Guyane début septembre dont je parlais, sur une fête patronale en Guyane, des jeunes qui commencent à se bagarrer. Et moi, j'ai vu le maire mouiller la chemise, descendre de l'estrade et aller séparer ces jeunes sur des combats. C'est un rapport que j'apprécie beaucoup, de voir ces adultes vraiment mouiller la chemise pour ces jeunes, leur redonner de l'espoir. Et puis faire poids de leur autorité morale pour pouvoir leur transmettre aussi des valeurs d'amitié, de solidarité. Ça a un impact sur les enseignants aussi et leur formation dans ces territoires ? Complètement. Moi, je suis un pur produit de ça. Madame Limol, Monsieur Ronella, ces professeurs que je craignais énormément, mais qui m'ont beaucoup appris, beaucoup transmis, qui m'ont donné l'amour en fait aussi des sciences, de la technologie et qui font que je sois là aujourd'hui. Alors justement, on va en parler de la technologie. Est-ce qu'il y a autant d'outre-mer qu'il y a de disparités d'accès au numérique et à l'éducation aujourd'hui ? Complètement. On a des câbles qui ont été déployés, donc on commence à avoir un équilibre en termes d'accès à Internet, mais je pense à nos compatriotes de Polynésie, dans les Tuamotu, où en fait on a
encore des accès qui sont pas aujourd'hui au niveau de ce qu'on a aujourd'hui dans l'Hexagone ou dans d'autres territoires d'outre-mer. On a la Guyane, évidemment, avec la taille du territoire, l'accès par Internet se fait majoritairement, en tout cas sur les zones enclavées par satellite, avec des latences et des débits et des coûts aussi qui sont différents. Et donc forcément, compte tenu de ces territoires très jeunes, on parlait de Mayotte, on parlait de la Guyane, il faut construire des établissements scolaires en série pratiquement pour absorber en fait cette quantité d'enfants et pouvoir leur transmettre et être à égalité. Donc effectivement, on a à la fois des disparités, même si elles sont de plus en plus gommées avec d'autres dispositifs qui arrivent, notamment des constellations, des méga constellations de satellites qui permettent de réduire les latences, mais aussi les coûts d'accès et d'accéder évidemment à des services numériques qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui en 2023 partout dans le monde. Alors Gaëlle, justement, ces dispositifs sont nombreux. Il y en a notamment un qui a été annoncé l'année dernière, le soutien à l'innovation dans le numérique éducatif. La Guadeloupe a fait partie des 10 nouveaux TNE, les territoires numériques éducatifs, pour les départements impliqués devenir TNE. En gros, ça permet la mise à disposition d'équipements numériques, des formations adaptées et surtout des outils et des ressources pédagogiques. Est-ce que pour vous, c'était une annonce attendue, notamment en Guadeloupe, ce territoire ? Oui, complètement. En plus, la Guadeloupe a la particularité, un peu comme les Polynésiens, d'être un archipel. Et donc, on a des situations de double insularité. C'est-à-dire que vous arrivez en Guadeloupe, c'est une chose, mais quand vous habitez Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, vous dépendez de la grande terre, de la basse terre, vous êtes dans ces îles du Sud. Petite république indépendante presque autonome de Marie-Galante, je le dis avec beaucoup d'humour, mais c'est des territoires où en plus qui sont résilients. Alors je le dis au niveau de la population, au niveau des enfants, au niveau des enseignants, parce que cette double insularité force à être innovant, force à être malin, à être autonome. Et donc, effectivement, tous les moyens d'accès à Internet, pédagogique, numérique, tout ce qui permettrait à ces enfants de découvrir d'autres horizons et de faire différemment, et puis de propulser leurs innovations. Moi, j'ai eu la larme à l'œil sur des exercices de tsunami où beaucoup de ces enfants me disaient, vous savez, monsieur, quand on va partir de Marie-Galante, on sait qu'on va forcément évoluer dans des sociétés plus violentes que celles qu'on connaît à Marie-Galante. Dire à quel point ces enfants apprécient la paix dans laquelle ils évoluent et grandissent à Marie-Galante, à quel point ils aiment leur territoire, une fierté d'être Marie-Galantais, et en même temps, un besoin aussi pour ces territoires, pour ces jeunes, pour ces enseignants de disposer de moyens dont on est en droit aujourd'hui de disposer. Bien sûr. Et qui permet aussi d'innover, de projeter aussi ces innovations, ces modes d'éducation sur la Guadeloupe continentale ou dans d'autres territoires, l'Hexagone, où par exemple la culture de la résilience ou des modes pédagogiques sont les bienvenus aussi ici pour la cohésion sociale à l'échelle nationale. Mais oui, parce que tout ce qui se fait sur place, effectivement, peut être évidemment adapté en métropole. Je voulais juste revenir sur le fait, vous disiez, la Guadeloupe, c'est une île résiliente, dont le peuple est résilient. L'Académie de Guadeloupe est aussi très innovante sur ces sujets-là. Elle a notamment mis en place un réseau de Fab Labs dans les écoles, des espaces d'enseignement aménagés, numériques, qui ont pour objectif de stimuler la créativité, l'innovation, la collaboration et le développement des soft skills chez les élèves. Vous voyez aussi cette révolution numérique dans le secteur EdTech, aussi l'éducation et la technologie sur place? Complètement, on a les 2 meilleurs Fab Labs du monde, Fab Lab de Jarry, en toute objectivité, évidemment. Guadeloupe, Smart Island. Des Fab Labs dans lesquels j'ai pu expérimenter, toucher à des piles à combustible. On a rétrofité, donc a vraiment réaménagé un bus dans lequel on a mis ces piles à combustible, sur lesquels on a fait des arcades. Et on a une grande culture du bricolage. Guadeloupe Smart Island, pour donner ce Fab Lab, il a des dizaines d'hectares pour expérimenter des projets agricoles, mais aussi des machines qui sont en train de récupérer et de rénover. On est à plus de 7000 km de l'Hexagone. Et donc, ça force forcément à rénover, à hacker vraiment au sens noble du terme des machines qui existent déjà. Je me souviendrai toujours en 2015, sur un de mes séjours, mon fils
faire l'assistant sur des sous-marins un petit sous-marin qui a été réparé pour aller faire de l'observation et de la recherche d'épaves. On a des centaines d'épaves des siècles passés qui ont coulé au large de la Guadeloupe. Et ces moyens-là ont permis, par exemple, d'aider les autorités à trouver un avion qui s'était crashé au large de Marie-Galante. Donc, ces Fab Labs font partie intégrante des moyens de résilience. Et c'est au cœur de ces Fab Labs que beaucoup de réseaux solidarité se sont construits, ont grandi pour aller ensuite au moment d'Irma, à Saint-Martin, mais aussi à la Dominique, aider les populations qui en avaient besoin pour réparer des lampes, alimenter des réfrigérateurs avec des panneaux solaires, par exemple. Ça fait partie vraiment de l'ADN de la Guadeloupe et des territoires qui m'ont vu grandir. Et bien justement, on va continuer à en parler puisque vous le voyez, le secteur de l'éducation, le numérique et l'innovation est en plein mouvement dans ces territoires. On va continuer d'en parler avec vous, Gaëlle, dans un instant. Juste après, on fait un tour du côté de la planète Tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Degnaud. I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Gaëlle Musquet. Gaëlle, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra De Villers qui a une idée derrière la tech. Alexandra, la classe prépa à la française est-elle en train de mourir? Écoutez, Philippine, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la classe préparatoire est vraiment une exception française, elle existe nulle part ailleurs. Alors est-elle en train de mourir? C'est clair qu'elle connaît très clairement aujourd'hui une baisse d'attractivité. À la rentrée 2021, les effectifs en classe préparatoire scientifique avaient baissé de 1,5% et de 10% en classe préparatoire économique. Certaines classes prépa sont clairement menacées aujourd'hui, surtout des petites classes préparatoires. Alors, c'est quoi justement une classe préparatoire aux grandes écoles? Alors, c'est une formation d'excellence, bien sûr, qui a lieu dans des lycées, publics ou privés, et qui attire des très bons lycéens. On y prépare des concours qu'on va passer en deuxième année. C'est une formation qui demande énormément d'investissement. Il y a des cours toute la semaine, du lundi au vendredi, des cols le soir, des devoirs sur table, souvent le samedi. C'est donc une formation qui nécessite un vrai sacrifice pour les lycéens, enfin les étudiants, mais en même temps,
un enrichissement intellectuel incroyable, sûr. on y acquiert aussi des vraies méthodes de travail qu'on va garder toute la vie. Alors Alexandra, est-ce qu'il existe différentes CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles? Oui, bien sûr. Alors, la CPGE scientifique qui permet d'intégrer des écoles d'ingénieurs comme Polytechnique, Centrale, toutes ces grandes écoles qu'on connaît bien. Des prépas littéraires, AL et BL. AL, c'est vraiment les lettres, les langues. BL, il faut des maths. Ça permet de préparer les concours de l'ENS, mais il y a plein de débouchés autres. On peut intégrer une école de commerce, on peut intégrer le CELSA. Et puis, la classe préparatoire économique, commerciale, qui permet d'intégrer une grande école de commerce comme HEC, l'ESSEC, etc. Alors, il existe aussi des prépas un petit peu différentes et moins classiques. Exactement. J'aime bien les appeler des classes préparatoires hybrides, puisque, en fait, elles permettent de passer 2 jours dans un lycée en classe préparatoire et 3 jours à l'université. Il y a par exemple la prépa D1, qui est une prépa droit. On prépare les concours de l'ENS, mais aussi l'objectif, c'est d'intégrer par exemple une filière universitaire prestigieuse après, ou encore une fois, une école de commerce, le CELSA. Et puis vous avez la prépa D2, qui fonctionne exactement de la même façon, plutôt économie-gestion. Alors, j'ai quand même une question, Alexandra. Vous nous parliez en début de chronique de cette baisse d'attractivité qu'on voit dans ces classes préparatoires. Pourquoi elle a lieu, cette baisse? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la réforme du lycée. Depuis la réforme du lycée, le nombre de lycéens qui étudient les mathématiques a chuté de 40%. Or, ces classes préparatoires nécessitent de suivre la spécialité maths. Mais ce n'est pas la raison majeure. La raison majeure, c'est la concurrence des autres formations. Aujourd'hui, il y a des formations d'excellence dans lesquelles on rentre à bac plus 0, c'est-à-dire en post-bac, et qui concurrencent clairement les classes préparatoires. Par exemple à l'université, mais aussi au sein des grandes écoles qui ont bien compris qu'aujourd'hui, beaucoup de lycéens n'ont pas envie de sacrifier 2 années et qui, du coup, innovent dans ce sens. Alors, je crois aussi que de grandes écoles ont créé leur propre formation post-bac, comme Polytechnique et HEC, par exemple. Exactement. Aujourd'hui, les très grandes écoles créent des bachelors. C'est le cas de Polytechnique, qui propose un bachelor en 3 ans, 100% en anglais. De Centrale Supélec, qui, en partenariat avec McGill, a créé aussi un beau bachelor en 4 ans. Et puis, la grande nouveauté du mois d'octobre 2023, c'est HEC, qui pendant longtemps vraiment ne recrutait que des élèves qui sortaient de classe préparatoire, qui a décidé de créer un bachelor en partenariat avec la Bocconi, cette très belle université italienne. Il y a aussi des formations universitaires qui sont alternatives, je crois. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a des très belles formations universitaires, comme par exemple le Collège de droit, Assas, la Sorbonne, Collège d'économie. Vous avez des doubles licences très sélectives qui vraiment recrutent d'excellents lycéens. Aussi, sur la partie scientifique, ce qu'on appelle des CMI, c'est-à-dire cursus master ingénierie à l'université en 5 ans. Et en plus, ce sont des formations publiques, donc gratuites. Et oui. Quel conseil donneriez-vous aux lycéens qui se posent la question prépa ou pas prépa? Alors, évidemment, la réponse n'est pas la même pour tout le monde. Évidemment, je dirais prépa quand on est un lycéen tranquille, qui travaille mais sans être complètement débordé. Quand on est prêt aussi à s'investir vraiment pendant 2 ans, c'est un sacrifice de faire une classe préparatoire. Alors après, c'est extraordinaire, mais il faut quand même le savoir. Et puis, je dirais pas de prépa si on est un lycéen déjà un peu stressé, si on est un lycéen qui travaille déjà beaucoup, et puis surtout si on a besoin d'un équilibre entre sa vie privée et sa vie scolaire. Voilà, ça c'est vraiment très important. Et puis, une dernière chose, on fait une prépa pour soi. On ne fait pas une prépa pour faire plaisir à quelqu'un, à un parent. On ne fait pas une prépa parce que son frère aîné a fait une classe prépa. C'est vraiment un choix personnel. Pour conclure, il faut aussi savoir que la carrière d'un individu va dépendre d'autre chose, bien sûr, de ce qu'on est. De son savoir-être, de ce qu'on va pouvoir investir et pas simplement si on a fait une classe prépa ou pas. Et ben voilà, justement, vous savez tout sur les classes prépa et on rappelle effectivement, vous l'avez très bien dit, que c'est un choix d'abord et avant tout personnel. Merci beaucoup Alexandra pour cette chronique. Nous, on va lancer la deuxième partie du talk. On va continuer à parler avec Gaëlle de l'enfance et de l'éducation dans les Outre-mer. Tout de suite.
On le voit, les Outre-mer sont des territoires un peu à part où beaucoup reste à faire encore en matière d'éducation et notamment de numérique. Mais pourtant, et on l'a vu avec Gaëlle dans la première partie du talk, les choses bougent pour le meilleur et une petite révolution semble déjà être en place. On continue d'en parler avec vous, Gaëlle Musquet. Je rappelle que vous êtes hacker éthique et météorologue et que vous étiez accessoirement aussi chroniqueur l'année dernière dans l'école du futur. On va parler maintenant, si vous le voulez bien, du changement climatique. On le sait, entre hausse des températures, événements météorologiques extrême, montée des eaux aussi. Face au changement climatique, les Outre-mer sont en première ligne et vous le savez puisque vous êtes, je le disais à vos heures perdues, météorologue. Les conséquences pour les populations et les écosystèmes sont juste notables aujourd'hui. L'école doit-elle être, selon vous, le premier lieu de l'engagement aussi de sensibilisation des jeunes? Oui, complètement. Et pour avoir fait une classe préparatoire physique, technologie, sciences de l'ingénieur, Christian, si tu m'entends, c'est mon prof de mécanique en prépa. Et cet homme était extraordinaire. Il roulait déjà avec ses petites 106 XAD à l'huile de friture. Et je parle de 98. Et ça marchait à l'époque? Ça marchait. Il renouvelait, il utilisait l'eau de pluie qui réinjectait dans son réseau d'eau potable à la maison avec un osmoseur. Il récupérait les excréments de vaches, des fruits pourris pour faire son propre biogaz. J'ai été façonné par ces gens-là, par des profs qui m'ont sensibilisé déjà à l'époque. Encore une fois, on est avant les années 2000, avec un sujet qui était beaucoup moins prégnant qu'aujourd'hui. Mais ma prof de physique, pareil, Sophie Gosselet, qui avait énormément de tendresse pour nous et qui tenait impérativement à ce qu'on soit capable à la fois de comprendre les enjeux de nos territoires, bien sûr, de la Guadeloupe, que ce qu'on apprenait à l'école puisse servir aussi les intérêts, évidemment, développement, la qualité de la vie chez nous en Guadeloupe, qu'on ait envie de revenir aussi. C'est des profs qui ont mis un point d'honneur à ce que l'on puisse, fort de nos expériences pendant nos études, parce qu'on n'avait pas le choix malheureusement à l'époque, on était obligé de partir après notre classe prépa, d'avoir envie de revenir. Et un des exercices que j'ai dû faire en classe prépa en Guadeloupe, ça a été, pendant la semaine de la science, ma première émission de radio, avec une animatrice radio déjà à l'époque, devoir expliquer à des jeunes enfants de maternelle ce que j'apprenais en prépa. Et donc transmettre à ces jeunes derrière ce à quoi servaient ces équations, ce à quoi servaient ces sciences et ces techniques, c'était un moyen pour nos profs déjà à l'époque en Guadeloupe de nous mettre un peu le pied à l'étrier à la transmission, ce que je fais aujourd'hui. Je m'occupe énormément de jeunes, à la fois à l'Observatoire de Vernon où j'habite, mais aussi dans ces territoires d'outre-mer que je sillonne. Il ne me manque plus que Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna. Mais je crois que c'est pour bientôt. Et c'est pour bientôt, la mi-janvier et au mois d'avril. L'important pour moi, c'est en tant que parrain du Parc numérique, l'association que je parraine, sillonner tous ces territoires d'outre-mer pour soutenir des actions qui sont déjà sur place, faire l'éponge, apprendre aussi des profs dans ces territoires qui continuent, comme Sophie, comme Christian, comme Jacques, de transmettre dans leur classe, comme Mirella, transmettre dans leur classe les enjeux liés à ces territoires. Donc, moi, je fais l'éponge à leur côté. Et en même temps, moi, fort de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vu, des moyens dont je dispose aussi ici dans l'Hexagone, que je transporte ce matériel, des radios, des capteurs, qu'on les installe dans ces établissements et qu'on puisse montrer à ces jeunes comment on convertit en fait ces grandeurs physiques en grandeurs électriques, ces grandeurs électriques en données, ces données en informations, ces informations en alerte en cas de besoin sur des événements climatiques majeurs. Vous êtes un peu un rôle modèle, Gaëlle? Malheureusement, heureusement, oui. Ça m'impose à avoir un langage châtié à l'antenne. Mais oui, c'est une responsabilité que j'ai découverte en fait. C'est lourd à porter ou pas? Non, parce que les gens, quand ils m'interpellent et qui m'arrêtent aujourd'hui dans la rue ou à l'aéroport, souvent me disent d'ailleurs qu'ils ne me reconnaissent pas, mais qu'ils reconnaissent ma voix. C'est une des choses qui m'a profondément marqué. Et surtout, les gens font preuve d'une grande bienveillance sur les sujets que j'essaie de porter. Vous les sensibilisez quelque part. Tout à fait. Et en fait, ce que je dis souvent, moi, je suis un pur produit de ces adultes qui m'ont fait rêver enfant, qui ont tenu à ce que je m'exprime correctement, que j'écrive correctement et que je puisse aussi être capable de porter mon identité ultramarine. Pas au détriment d'une autre culture, mais aussi qu'elle puisse être
un objet de fierté, ce que j'essaie de porter au quotidien aujourd'hui. Vous jugez justement, Gaël, que ces rôles modèles sont importants pour ces jeunes, pour créer des vocations notamment. Complètement. Là, j'ai fait un déplacement au mois de juin avec Erika Velio, avec Inès Bensala qui est corse, Erika Velio qui est réunionnaise, ingénieure dans le spatial, Inès Bensala qui est une créatrice de mode aujourd'hui à Monaco. C'est important que ces femmes, ces hommes avec lesquels je travaille au quotidien puissent montrer quelle voie ils ont emprunté, comment ils y sont arrivés, que c'est possible. Et que, bien entendu, fort des travers parfois que l'on a dans ces territoires, des catastrophes, des défauts que l'on peut avoir dans ces territoires, mais ça nous rend aussi différents. Différents, pas dans le mauvais sens du terme, mais différents parce qu'on est obligé de trouver des solutions, on est obligé de se frayer d'autres chemins et d'avoir aussi cette diversité qui n'est pas juste politiquement correcte, d'avoir des femmes, d'avoir des Ultramarins, d'avoir des Noirs, d'avoir des Maghrébins. Les réalités sont différentes. C'est une question de survie face aux enjeux qui nous attendent. Toutes les solutions sont les bienvenues et toutes les opinions et la diversité de points de vue et d'expérience est importante pour la survie de l'espèce humaine. Eh bien, vous le voyez, c'est le mot de la fin, Gaël. Merci beaucoup. Vous le voyez, la filière, évidemment, de l'éducation, du numérique aussi. Et puis, évidemment, des enjeux environnementaux sont des secteurs clés pour les Outre-mer. Et c'est un excellent terrain d'expérimentation ouvert à l'innovation, au numérique et aux nouvelles pédagogies. On en a eu la preuve aujourd'hui avec notre invité, Gaël Musquet. Merci infiniment d'être venu. Vous savez, vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, Gaël. Merci aussi à notre chroniqueuse, Alexandra De Villers, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Alexandra, vous aussi. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain, évidemment, dans l'école du futur. Bonne journée.